Terre inhospitalière, mais en apparence seulement. Terre parée de mystères et qui se refuse à toute forme d'exubérance. La Mauritanie se caractérise par la diversité de ses sociétés et son unité autour de l'islam. Nous sommes sur les hauts plateaux de l'Adrar, plus précisément à Attar, à proximité du Grand Madjabat, désert mythique qui par le passé écrivit l'épopée des caravanes et fonda en partie l'histoire de ce pays. La Mauritanie possède la richesse de l'héritage des Almoravides, et les Almoravides étaient le peuple de la religion et surtout de la femme. Chez eux, elles étaient maîtresses du foyer et les hommes n'étaient que leurs hôtes. De cette tradition, ce pays a gardé un grand respect de la femme dans son droit et dans sa dignité. À une vingtaine de kilomètres d'Attar, dans un petit campement de fortune, habite Menia. Cette femme d'une soixantaine d'années fait ici référence. Elle connaît parfaitement la culture des femmes mauritaniennes. Tu veux parler de la condition de la femme mort, de ce que nous appelons la bédane? Oh, la vaste programme. Car si l'identité de l'homme arabe se construit par l'épée et s'affirme par la parole, celle des femmes s'exprime d'une façon subtile et très astucieuse. Mais tu as raison en un sens. On ne peut pas saisir la Mauritanie si l'on ne perçoit pas bien la place qu'occupent les femmes, celle qu'elles ont sur tous les plans. On a la chance d'être passé de la tente à la maison. On a gardé l'esprit de liberté et l'amour de l'anarchie. On joue sur le non-dit et le non interdit et on redéfinit la tradition chaque jour dans le mélange de nos cultures. La société maure, qui à l'origine était traditionnellement compartimentée, se caractérise encore aujourd'hui par une certaine hiérarchie. Les nobles guerriers et les nobles maraboutiques constituent les groupes dominants. Historiquement, les premiers se réclamant d'une ascendance arabe ont assuré la protection et la structuration des populations. Quant aux seconds, d'ascendance berbère, ils ont eu la responsabilité de diffuser l'islam. À leur côté gravitent des classes libres mais tributaires, qui ont généralement la charge des troupeaux et des champs. À ces strates sociales s'ajoutent des groupes caractérisés par leurs activités professionnelles. Les artisans et forgerons qui fabriquent objets usuels et bijoux, les griots, mi-poètes, mi-musiciens, qui chantent les thèmes de l'amour, de la guerre et racontent des hauts faits de l'histoire ancienne. Même si de nos jours cette structure traditionnelle a tendance à évoluer, elle garde encore une certaine importance. Et c'est une des raisons qui nous incite ici à nous attacher uniquement à la condition des femmes bédanes, car elles se différencient dans les traditions des autres groupes qui composent la société mauritanienne. Les bédanes sont des Maures blancs d'origine arabo-berbère. Ils parlent l'arabe hassania et étaient, dans un passé pas si éloigné, les nomades dominants du Sahara mauritanien.
Tout comme Ménia, que nous avons rencontrée précédemment, Alia est une femme bédane. Âgée de 44 ans, elle est mariée et mère de 4 enfants. Il faut savoir que, contrairement aux idées reçues, la famille mor, bédane, est monogame, ce qui augmente le pouvoir de la femme à l'intérieur du ménage. Dans nos valeurs, la femme bédane n'a aucune obligation de contribuer à l'entretien de sa famille. Dans le passé, les hommes voyaient d'un très mauvais œil le fait que leurs femmes travaillent à l'extérieur du foyer et gagnent de l'argent. Les maris étaient prêts à donner eux-mêmes cet argent à leurs épouses pour qu'elles acceptent de ne pas travailler. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé, étant donné la crise économique. La femme mor, sans que cela ne pose de problème, peut travailler ou avoir des activités afin d'augmenter le revenu de l'homme pour subvenir aux besoins de base de la famille. Alia habite au sein de la ville d'Attar et, contrairement à d'autres, elle semble s'être parfaitement adaptée à la vie dans la cité. Il faut savoir que la Mauritanie a connu ces 2 dernières décennies une sécheresse permanente qui en a profondément bouleversé le tissu social. Il s'en est suivi un exode rural massif, jetant dans les villes des personnes mal préparées à cette nouvelle vie. Il a pu s'en suivre parfois quelques déséquilibres, notamment quand le père de famille n'arrivait plus à subvenir aux besoins du ménage. Pour Ménia, qui a toujours vécu loin de ces cités, auxquelles elle se refuse de s'accoutumer, le positionnement de la femme dans le foyer n'a pas changé. Bien au contraire, le pouvoir de la bédane, malgré cette migration vers les villes, a été préservé et s'en est même parfois trouvé renforcé. Au fond, la Mauritanienne n'a pas du couple qu'elle forme avec son mari, comme dans vos sociétés, une image fusionnelle. Elle se montre d'un grand pragmatisme et l'on pourrait parler ici, dans ce pays, sans jouer la provocation, non pas des droits de la femme, mais bien de ceux de l'homme. Si tu vas à l'intérieur d'une des maisons morts, tu constateras que l'homme semble avoir peu de place et que sa propre épouse ne paraît guère s'occuper de lui. C'est à cause de ce fameux code culturel. Elle ne doit rien laisser paraître en public des sentiments positifs qu'elle peut éprouver. Par exemple, le mari rentre là de son travail, accablé de soucis. Il faut que l'on joue le détachement, ne pas voir sa fatigue. La femme s'attache juste à appeler pour qu'on lui apporte de quoi se rafraîchir. Par ailleurs, la société mor accorde à la femme une confiance totale et un respect intégral. Elle la rend responsable d'elle-même dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la religion. Saad, l'une des filles d'Alia, qui n'a pourtant que 19 ans, connaît très bien les valeurs qui la lient à la religion. Les femmes mauritaniennes ne sont pas craintives et encore moins timides. Bien au contraire, elles sont épanouies, souriantes et sereines.
Elles sont croyantes, sans être catégoriques. Elles connaissent de l'islam la tolérance et la générosité. Elles ont la vision d'un Dieu grand et bon. Même si la plupart portent le voile, différent du tchador ou du foulard musulman, elles gardent leur identité propre. Elles ont une personnalité très forte et n'hésitent pas à s'affirmer en toute occasion. Saad a raison. Nous sommes vraiment libres, car en Mauritanie, les femmes peuvent prendre publiquement la parole devant un imam et exprimer leur point de vue sans être radiées. La grande différence que l'on peut relever par rapport à d'autres pays en ce qui concerne la religion, c'est que les femmes mauritaniennes vivent dans la confiance et non dans la crainte. La tolérance dans la religion est telle que pour la première fois en Mauritanie, à Nouakchott, un institut de formation propose depuis le 6 octobre 2012 des cours spéciaux destinés à former des femmes imams. Et pour Ménia, qui m'en a parlé en aparté, ces femmes, ces futurs imams au féminin, devraient jouer un rôle essentiel dans la consolidation des valeurs d'un islam modéré dans le pays. Quand l'islam est arrivé ici en Mauritanie, notre société était nomade et avait ses codes. Aujourd'hui, certaines pratiques ont perduré. Contrairement à ce qui est observé dans d'autres pays où le symbole du père autoritaire est dominant, les femmes maures entretiennent l'image du bon père, sage et généreux. Et puis, n'ayant pas subi ou très peu le joug de la colonisation, elles n'ont pas eu à se voiler devant l'Occident. Et aujourd'hui, la Mauritanie ne ressent pas le besoin de mettre en place une politique de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons toujours de pratiquer notre foi dans le soufisme. Je pense que l'on a une meilleure compréhension de l'islam, qui serait plus proche de la vision du prophète en ce qui nous concerne, nous, les femmes. À quelques kilomètres d'Attar, dans la vallée d'Azougui, un petit campement situé au lieu dit Lawena érige ses quelques tentes. C'est ici que vit Aïcha en période fraîche. Elle fait partie d'une des plus grandes tribus maures de l'Adrar, les Ouled Khaylan. À 42 ans, elle n'hésite pas à revenir tous les ans, à la même période, vivre ici avec une partie de sa famille, alors qu'elle possède une maison à Attar. Aïcha a été mariée 3 fois et de ces unions sont nés 3 enfants, un par mari. Elle est donc aujourd'hui maman d'un garçon et de 2 filles. Les femmes maures sont très difficiles. Si elles ne sont pas assez gâtées à leur goût, elles divorcent pour un rien, en tout cas dans les milieux matériellement aisés où les filles sont éduquées. Auparavant, le mariage, c'était l'alliance entre 2 tribus, et si la femme s'en allait, toute la tribu de l'homme était déshonorée. Alors l'homme faisait tout pour gâter sa femme, afin d'éviter qu'elle ne le quitte. Aujourd'hui encore, les anciennes transmettent à leurs filles que la femme doit avoir une position dominante.
Le divorce, cet acte qui ébranle toute une famille, est curieusement source et élément de valorisation de la femme bédane. Si dans le milieu négro-africain, celles qui se remarient sont mal perçues, il en est autrement chez les bédanes. La fréquence du divorce traduit pour la femme sa quête de renommée. Elle se positionne comme un être recherché, en vue, et constitue une source de rivalité masculine. C'est ainsi que la femme mort, pour se valoriser, vous dira qu'elle a eu un chapelet de maris, tous issus de grandes familles, et qu'elle a eu de chacun d'entre eux un héritier. Dans une société où la tribu est une réalité concrète et vivante, la femme aux nombreux héritiers se voit liée à toutes les tribus et entretient un faisceau de relations sociales qui lui confère un réel poids. Ménia s'est aujourd'hui déplacée dans un petit hameau, proche de son campement, pour trier, désosser de leur noyau les dattes et en faire une pâte compacte qui sera vendue sur les marchés de la région. Elle ne s'est mariée qu'une seule fois, mais elle approuve ce trait particulier de la culture bédane, qu'est le mariage à répétition. Comme tu le sais, les femmes bédanes, en dépit de la religion musulmane qui autorise la polygamie, exigent la monogamie comme condition au mariage et l'obtiennent. Chose importante aussi, dans notre culture, et c'est une liberté supplémentaire, c'est que la femme morte qui se marie garde son nom de jeune fille et n'adopte pas celui de son mari. Et se marier plusieurs fois est aujourd'hui banal dans notre société où il est de bon ton de divorcer souvent. Car la femme divorcée et remariée n'est pas rejetée comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans et africains. Au contraire, elle apparaît comme étant plus séduisante aux yeux des hommes. De ce fait, le taux de remariage est élevé. Certaines jouissent même, à la 5e ou 6e union, d'une réputation assez flatteuse qui facilite leur choix pour un autre mariage. Ici, et par tradition, plus tu as eu de maris, plus tu es respectable. Donc un grand nombre de divorces sont initiés ou suscités par les femmes, même si la charia octroie ce privilège uniquement aux hommes. En Mauritanie, l'horizon des prérogatives féminines est autrement plus large que dans d'autres pays musulmans. Il n'est établi nulle part que la femme doit être systématiquement soumise, ni même qu'il doit y avoir une valorisation excessive de la subordination féminine. Cela se vérifie d'ailleurs aisément sur le seul plan des relations matrimoniales, où les normes de la religion qui attribuent beaucoup de pouvoir à l'homme ne sont guère observées. Aïcha fabrique maintenant le zrig, une boisson particulièrement appréciée ici. Elle bat d'abord le lait dans une outre en peau de chèvre pour le cailler. Ensuite, elle y ajoutera de l'eau et du sucre. Les femmes mauritaniennes sont très libres de leurs allées et venues. Par exemple, si une jeune femme veut se rendre à un mariage et que son propre mari ne connaît pas le marié ou qu'il soit plus jeune que cet homme, le mari ne pourra pas, par tradition, accompagner sa femme à la cérémonie. Il n'est pas concerné et pour des raisons de convenance, de code, il devra rester à la maison. Sa femme se rendra seule à la fête. À l'inverse, si c'est un ami du mari dont on célèbre les noces, quel que soit son âge, la femme peut sans problème accompagner son mari, même si le futur marié et son épouse lui sont totalement inconnus. La société admet parfaitement qu'une femme sorte pour se distraire sans la présence de son mari. La femme peut aussi voyager seule et ce n'est un problème pour aucun des deux. Par contre, un homme ne voyage jamais seul pour se distraire. Pourtant, la place de la femme est à son foyer, comme il va de soi en terre d'islam. Il existe dans l'ancienne ville-étape caravanière d'Oualata des passages secrets que l'on montre aux touristes
et qui permettait jadis aux épouses de passer d'une maison à l'autre sans être vues. Aujourd'hui, de vieux imams ronchonnent encore au spectacle de ces femmes qui circulent en plein jour quand l'usage leur intime de ne sortir qu'avant le lever du soleil. Mais la pensée des nomades ne se prête pas à faire vivre la mauresque en recluse dans ses appartements, et c'est une réalité effective qui s'applique encore maintenant. L'affection, l'attachement, l'homme a le devoir de les démontrer. La femme, non. Elle doit seulement se laisser courtiser. Un homme, c'est un animal que vous tenez en laisse. Elle peut d'ailleurs menacer de partir pour un prétexte futile, obtenir un cadeau par exemple. Moyen de chantage, bien sûr, mais aussi façon de voir si elle tient toujours la situation en main. Le mari se doit de répondre positivement s'il veut conserver son épouse. Et si malgré tout elle part dans sa famille, alors son mari doit la suivre, gardant ainsi une petite chance que la brouille ne dégénère pas davantage. Si elle part et qu'il ne la suive pas, tout est rompu. Cela devient un scandale et le divorce est systématique. « Rendez-nous le cou de notre fille », dit-on au gendre. Si le mari, lui, ne veut pas divorcer, on se moque. Elle ne l'aime plus, il s'accroche, ce n'est même pas un homme. Et si, divorcé, il omet de donner l'argent nécessaire à l'entretien de ses enfants, alors il signe son arrêt de mort social. Plus aucune famille ne voudra qu'il courtise sa propre fille, car ce qu'il a fait à l'une en étant pingre, il peut le faire à une autre. نقولوا على أن المرأة في موريتان منين يتخلف الرجل تحل محله. Quand les hommes étaient absents, soit parce qu'ils surveillaient les troupeaux, soit parce qu'ils accompagnaient les caravanes ou participaient à des raids guerriers, les femmes restées au campement avec les enfants étaient amenées à prendre seules les décisions concernant la vie du groupe. L'habitude de porter la culotte sous le voile nous est restée, malgré l'évolution du monde moderne. Et si aujourd'hui les Maures émigrent peu,
Ils voyagent toujours beaucoup et laissent à leur épouse toute autorité pour gérer la famille. Et nous en avons les compétences car, malgré notre réputation de créatures évanescentes et sensibles, nous, les Bédanes, nous sommes aussi des femmes d'action redoutables. La société mauritanienne est une société étrange, qui s'accommode du divorce avec fierté et satisfaction. Un proverbe mauritanien dit « L'homme est un collier qu'une femme enlève et qu'une autre porte ». Il est original de constater l'interdiction morale faite à la femme de s'attribuer une partie des biens de son mari. Ainsi dit-elle toujours « leur maison, leur tente, leur vache » et ne peut jamais appeler sa maison conjugale « notre maison ». Si cela constitue une pudeur acceptable, ceci est aussi dû à la perception par la femme du caractère inévitable d'un éventuel divorce. Par conséquent, elle doit s'habituer à cela, de sorte que si le divorce intervient, elle ne se trompe pas en s'attribuant une partie des biens de son ancien mari, ce qui lui donnerait un sentiment de gêne et de déception. Le taux de divorce est très élevé en Mauritanie. Il atteindrait les 37%. Et bien qu'il n'existe pas jusqu'à présent une étude sociale approfondie de ce phénomène, on s'accorde sur deux raisons essentielles qui en sont souvent l'origine. Le désaccord personnel des époux pour des raisons socio-économiques et surtout l'ennui, qui constitue la cause principale des cas de séparation. On considère ici que seul le noble honore la femme alors que le vilain l'humilie. Autrement dit, l'honnête homme, grand et magnanime, porte la femme sur sa tête, la respecte et la traite avec égard, alors que l'avare et le coquin la piétinent, l'oppriment et la subjuguent. Partant de cette vision qui est imprégnée dans notre tradition, tous les hommes bédanes rivalisent pour bien traiter leurs femmes afin de mériter la qualité de généreux. Déjà au XIVe siècle, le géographe maghrébin Ibn Battuta, observant que les hommes ne sont nullement jaloux de leurs épouses, est interloqué de ce qu'il voit dans la région orientale de l'actuelle Mauritanie. 5 siècles plus tard, l'explorateur René Caillé s'étonne de ce que les femmes maures
servent rarement leurs époux, sur lesquels, à ses yeux, elles conservent plus d'empire que les Françaises. Et si la Mauritanie a hérité de l'antique société arabe l'aversion pour les filles à la naissance, cela n'a jamais influencé la place de la femme dans la réalité sociale. Comme le dit le proverbe hassanien, l'aversion pour la fille ne lui nuit point. Le statut des petites filles est privilégié en Mauritanie. On leur donne à manger avant les garçons. On a tendance à les gâter, alors qu'on encourage l'austérité chez les hommes. Elles ne sont pas astreintes aux lourds travaux. Elles sont éduquées en vue de résister aux hommes, alors que les petits garçons le sont en vue de faire plaisir aux femmes. Depuis leur enfance, les petites filles entendent un discours formateur. Essayez toujours de tout arranger avec votre mari. Il vaut mieux, en effet, que la famille soit tenue à l'écart de certaines choses qu'elle ne supporterait pas et qui amèneraient l'irrémédiable. Mais il y a 3 faits que vous ne devez supporter sous aucun prétexte. Votre mari vous parle sur un ton autre que celui de la courtoisie et commence, par exemple, à remarquer un grain de beauté mal placé ou votre nez un peu trop droit. S'il ne vous voit plus avec les mêmes yeux, c'est qu'il veut se séparer. Ne pas insister. L'argent. Nous, femmes mauritaniennes, nous en avons toujours besoin. Il a de l'argent, il ne vous en donne pas assez. Inutile de rester avec lui. Il vous trompe, il faut tout faire pour qu'il ne le fasse pas. Mais s'il le fait, pliez bagages et partez. S'il vous a trompé une fois, il recommencera. Ménia s'attache aujourd'hui, avec son ami de toujours, à tanner une chikwa, c'est-à-dire une sorte de baratte en peau de chèvre, qui servira plus tard à fabriquer le zrig. Elle a depuis toujours été bercée par ce discours identique que les mères assènent à leurs filles. Un homme est un ornement pour la femme. Il vous plaît, il est beau, il vous convient, gardez-le. Le jour où il devient sale à vos yeux, jetez-le. La petite fille mort bénéficie des soins de la famille, prête à tout dépenser pour la rendre heureuse. Une fois femme et mariée, la jeune fille devient la responsable de la famille, donnant ses ordres et décrétant ses interdits. Ici, on plaint celui qui n'a pas de fille dans le proverbe « Les gens ne savent pas la date de la mort de celui qui n'a pas de fille ». Autrement dit, celui qui ne laisse pas de fille n'a personne pour pleurer sa mort et en informer les autres.
Alia fait aussi de la politique en représentant à Attar le parti de l'actuel chef de l'État. Elle souhaiterait devenir adjointe du maire de la ville pour les prochaines élections municipales. Étant militante sans être féministe, tout du moins telle que nous l'entendons dans notre société, Alia s'attache pourtant à l'éducation et à la valorisation de ses filles dans la pure tradition bédane. Car les jeunes filles savent ici, et c'est un trait culturel et traditionnel, que même mariée, une femme appartient moins à sa famille par alliance qu'à sa famille de naissance dont elle représente l'honneur. Si bien que sa propre famille lui offrira toujours la protection à laquelle elle a droit, surtout lors d'une opposition à son mari ou à sa belle famille. Par ailleurs, la société mauritanienne fait semblant de détester les filles à leur naissance, car celui qui a une fille reçoit les condoléances et s'entend dire « Louange à Allah ». Heureusement que c'est une personne à part entière. Elle te sera affectueuse à ta vieillesse. Il est étonnant de trouver des prénoms féminins comme « qu'Allah préserve son père », qu'Allah préserve son oncle, la mère de ses frères, sans jamais rencontrer des prénoms masculins comme qu'Allah préserve sa mère, qu'Allah préserve sa tante, le père de ses frères. Mais pour répondre au code culturel, la pudeur est une exigence que la fillette se voit rappeler en permanence, mais qui ne concerne pas seulement le corps et les apparences. Elle est tout autant psychique et sociale, et s'incarne alors dans les vertus de passivité, de silence, de modestie, de contrôle de soi et de réserve de sentiments. Car ici en Mauritanie, ce n'est pas la relation, ni l'échange d'informations ou de cadeaux qui est interdit, c'est le contact des regards qui est prohibé. La condition des bédanes va aussi très loin, car les femmes âgées, comme Ménia, constituent une autorité ayant la responsabilité de compatir avec les sinistrés, de visiter et de soigner les malades. Elles font aussi passer les lettres de fiançailles et de mariage. Elles sont également chargées du maintien de la morale publique, des us et coutumes, et ont le droit de condamner quiconque viole l'usage social. Il arrive même parfois qu'elles refusent le mariage à des hommes étrangers à leur groupe afin de sauvegarder la cohésion de leur communauté ou pour tout simplement éviter l'ouverture de leur collectivité à d'autres. Tu vois, la femme mort n'a pas ou très peu de contraintes. Par contre, le seul point auquel elle ne puisse rien opposer est le divorce exigé par le mari et qui peut arriver sans crier gare. Il lui annonce qu'il la divorce. Encore mariée le matin, à midi, elle peut être divorcée, puisque la procédure est réduite au minimum, c'est-à-dire une simple lettre. Bon, c'est vrai que l'islam recommande de ne pas divorcer d'une femme avant le retour de couche. Mais à part cela, l'homme peut parfaitement divorcer et se remarier au cours de la même semaine. La femme, elle, ne pourra convoler à nouveau qu'après l'expiration d'un délai requis de 3 mois. Mais comme les mauresques, mariées ou non, conservent leur vie durant le nom de leur père, elles n'en supportent que mieux les à-coups de leur vie conjugale. Et en cas de divorce, généralement, les femmes retournent vivre avec leur mère. Elles y emmènent leurs enfants et c'est la grand-mère qui les élève. Il se compose ainsi une cellule matricentrique où la grand-mère redéfinit tous les rôles.
Elle s'affirme comme chef de famille et sa fille, si elle travaille, est un agent économique de ce nouveau ménage. Quel que soit leur niveau de pauvreté et de dénuement, les Bédanes ont toujours accordé une très grande importance à la beauté. Et si les hommes sont en général très minces, tel n'est pas le cas pour les femmes, dont la rondeur des formes est fort appréciée. Plusieurs proverbes hassaniya établissent un lien entre la beauté des femmes et leur niveau d'embonpoint. En Grèce, une vieille femme, elle deviendra jeune. C'est une femme moins fessue qu'une grenouille. Je te rassure, l'engraissement, il n'y en a plus, ou très peu. Par le passé, il s'agissait d'une pratique consistant à faire absorber à la fillette de 8 ou 10 ans, de gré ou de force, une quantité énorme de lait de chamelle durant les 3 années précédant le mariage. Plus la fille devenait grosse, plus elle était supposée être belle et augmentait ainsi ses chances de trouver un mari. Plus aussi elle témoignait de la richesse de sa famille. Depuis toujours, nous voulons être la femme idéale, une shebiba, car la valorisation sociale des femmes mortes s'effectue par le biais de la séduction et non, comme dans beaucoup d'autres pays, par celui de la maternité. De par la tradition, la bédane a toujours été considérée comme un bel ornement. On vouait un culte à sa beauté. Cette vision comportait des avantages, haute considération de la femme, respect, refus de l'agression verbale ou physique, consultation dans la prise de décision et pouvoir informel considérable. Oui, les femmes mortes veulent être une shebiba, c'est-à-dire une vedette, une femme séduisante à qui tous les hommes souhaitent faire la cour. Et le fait que la société accorde très peu d'importance à la virginité
rend possible le grand nombre de remariages, après de multiples divorces. Cette situation maintient constant ce jeu de la séduction, puisqu'on se prépare sans relâche au scénario d'une rupture éventuelle où il faudra inspirer un nouveau guerrier poète ou susciter la contemplation d'un marabout érotico-mystique. Je sais que ça peut faire sourire, mais on dit en Mauritanie que les marabouts soufistes sont les seuls hommes qui peuvent rester seuls en compagnie d'une femme jusque tard dans la nuit, sans contrevenir à aucune règle. Pour retracer le pouvoir des femmes mortes, on peut aussi remonter le cours de l'histoire, et ce, jusqu'à l'avènement de l'islam en Mauritanie. Je vais te raconter un conte que l'on dit fondateur et qui témoigne de la nécessité du meurtre de la mère afin de réussir l'implantation de la société patriarcale et islamique. Il s'agit du mythe du shérif au sein. C'était un pieux musulman, originaire de la péninsule arabique. Dans son voyage en direction de l'ouest, il fit halte dans une communauté noire non musulmane, au sein de laquelle il se maria. De ce mariage naquit un fils. Mais les hôtes du shérif ne tardèrent pas à soupçonner les croyances musulmanes de leur visiteur. Se sentant menacé, celui-ci quitta les parents de son épouse, emmenant avec lui le nouveau-né. Il commençait à s'inquiéter de la survie de l'enfant, désormais séparé de sa mère, lorsque Dieu, pour apaiser ses soucis et permettre à l'enfant de survivre, lui fit pousser un sein. C'est ainsi qu'il put nourrir, en l'allaitant, celui dont la descendance allait engendrer les tribus morts converties. On pourrait prétendre qu'en Mauritanie, les femmes ont réussi à récupérer le mythe fondateur du shérif au sein. Elles ont tout enlevé à l'homme, même le sein que Dieu lui avait fait pousser. Elles sont redevenues les créatrices du monde et gardent leur enfant dans un foyer féminin,
un peu comme le temple des déesses, où toutes les femmes sont des sœurs ou des cousines, en même temps que des belles-sœurs. Et puis, ne prétend-on pas dans le proverbe hassanien « Ce sur quoi la tresse a passé la nuit, la barbe y sera au matin », ce qui veut dire « ce que la femme a décidé la nuit, l'homme l'exécutera le lendemain ». Ménia, Alia, Aïcha ou d'autres ont conscience que la société, en évoluant, a abandonné certaines traditions. Pourtant, encore de nos jours, la femme bédane conserve un statut de symbole, voire d'icône, et aucun homme ne pousserait l'affront à la voir autrement, sans s'attirer l'opprobre de tous.